Le cerveau est un instrument magique, capable de gérer 99% de tout ce que l'on fait, que l'on soit éveillé ou endormi. Il prend des décisions de manière automatique, avant même que l'on ait eu le temps de peser le pour et le contre, et ce, par l'intermédiaire de notre inconscient. Et oui, en réalité, c'est lui le vrai maître à bord. Et le plus étrange, c'est que notre mode conscient nie son existence, car il estime qu'il est le maître de toutes nos décisions. Alors que nos actions, nos décisions, nos croyances sont presque toutes dictées par des parties de notre cerveau auxquelles nous n'avons pas accès, notre inconscient. On estime que notre partie consciente est venue se greffer sur notre cerveau primaire sous l'apparence d'une couche grise, tout en mont et vallon, afin de gagner de la place dans la boîte crânienne. Car si elle était étalée, cette couche plissée occuperait une surface d'environ 1 mètre carré. Ce cerveau plus récent, plus volumineux, est appelé à juste titre le néocortex. Et l'autre partie de ce cerveau plus ancienne que cette couche recouvre a toujours beaucoup d'influence et surtout d'efficacité. Ce dernier met par exemple 230 millisecondes pour réagir en décidant de ce qui est bon ou mauvais pour nous, alors même que nous venons tout juste de commencer à réfléchir à la question dans le mode conscient. Ainsi, s'il survient un événement, un accident pouvant mettre notre vie en danger, le mode inconscient du cerveau y palliera automatiquement, avant même que notre partie consciente ait décidé de la marche à suivre pour y échapper. Autrement dit, l'action est déjà terminée avant que l'information ne parvienne à notre conscience. La conscience est donc toujours très légèrement en retard par rapport à ce que l'inconscient perçoit, d'environ une demi-seconde. Autrement dit, nous vivons dans le passé, car c'est le temps que la partie consciente de notre cerveau traite les informations sensorielles qu'il reçoit. Pourquoi tout cela? Parce que l'avantage de ce système, c'est que la partie inconsciente du cerveau surveille en mode automatique notre dangereux présent. Il garde la boutique, tandis que notre imaginaire conscient peut se permettre de voguer, lui, entre passé et futur, sans se soucier constamment de notre présent. Tout cela pour dire que notre libre arbitre est bien plus limité qu'on ne le croit. Car les décisions que nous croyons prendre sont déjà comme préprogrammées à l'avance par de remarquables mécanismes qui déroulent leur logique à notre insu. Alors, comment ça? Est-ce que c'est la partie inconsciente du cerveau qui gère nos actions, notre dialogue de vie, nos pensées? Alors, que reste-t-il de notre libre arbitre? Eh bien, il est clair que notre libre arbitre, dans une certaine mesure, n'existe pratiquement pas. Vous croyez par exemple être maître de vos pensées? Rien n'est plus faux, et je vais vous le démontrer. Faites avec moi, s'il vous plaît, ce petit test dit de Dostoïevski. Vous allez fermer les yeux, et vous allez pendant 15 secondes ne pas penser à un ours blanc aux yeux bleus. Allez-y, fermez les yeux, et ne pensez surtout pas à un ours blanc aux yeux bleus. Eh bien, il y en a qui ont ici. Non, vous avez tous pensé à un ours blanc aux yeux bleus. Oui? Non, peut-être. D'accord, d'accord, mais comment est-ce que tout cela fonctionne d'un point de vue technique? En fait, comme un ordinateur biochimique. Il consomme d'ailleurs un peu moins de 20 watts en termes d'énergie. Pardon? Alors, nous serions tous câblés comme des circuits imprimés de machines, c'est ça? Oui, l'analogie est intéressante, car dans nos cerveaux, nos 100 milliards de neurones sont effectivement comme câblés, c'est-à-dire reliés entre eux sous forme de réseau par de longs prolongements qu'on appelle des axones. Pour mieux comprendre cette complexité, on peut faire l'analogie avec une ville. Les neurones sont des maisons, ce que l'on appelle des synapses sont leurs portes d'entrée, et les axones, les voies de communication qui permettent d'aller de quartier en quartier et de maison en maison. Tout cela est relié électriquement et chimiquement, grâce à 5000 sortes de molécules et également de cellules appelées cellules gliales qui approvisionnent les habitants des maisons, car ils assurent la nutrition des neurones. Sans oublier une centaine de neuromédiateurs, des substances chimiques qui transmettent des messages. Par analogie, les conversations que les habitants des maisons échangent entre eux. Ainsi, le moindre de vos souvenirs, de vos savoirs, de vos aptitudes, de vos habitudes, de tout ce qui construit votre sensibilité, en fait, et votre identité, n'est en fait qu'un gigantesque réseau de neurones reliés par des synapses et des axones. Alors, j'ai bien compris l'analogie avec une ville.
Mais j'ai du mal en fait à conceptualiser comment on naît ces idées. Je suppose qu'elle vient des échanges, des discussions des habitants des maisons. Ça a l'air des neurones. Mais est-ce que cela est spécifique à certains quartiers ou c'est l'ensemble de tout le cerveau qui traite l'information au moment où on a une idée? Eh bien, c'est là qu'intervient la conscience qui a tout de même un grand rôle à jouer, notamment dans les conflits qui surgissent de notre inconscient. C'est le cortex préfrontal, celui qui se trouve derrière le front, qui est le grand coordinateur, celui qui organise les interactions entre les différentes zones du cerveau. Il est comme l'arbitre de notre activité cérébrale et nous permet de prendre des décisions ou de véhiculer des idées nouvelles. Physiquement parlant, lorsqu'une idée surgit sous notre crâne, un groupe de neurones entre en activité. Il y a des sortes de décharges, des centaines d'afflux nerveux courts et rapides, échangés avec des milliers d'autres, qui vont se transmettre le long des axones. Vous savez, la fibre nerveuse qui est le prolongement du neurone. Puis ces décharges vont franchir des synapses, des sortes de portes, des points de passage électrochimiques, pour transmettre ainsi de petits courants électriques dans les neurones suivants, illuminant ainsi certaines aires dédiées à notre fonctionnement, certains quartiers, si vous préférez, où va se condenser l'information. Comme par exemple l'aire de Broca, une zone du cortex temporal associée à la production des mots parlés, alors qu'une zone différente du cerveau, l'aire de Wernicke, est associée à la compréhension de ces mots. Tous deux sont situés dans l'hémisphère gauche du cerveau. Ah bon? Donc, il y a en plus deux hémisphères qui traitent des informations différentes. Absolument. Et c'est là un phénomène de grande ingéniosité de ce fantastique superordinateur. Vous avez probablement remarqué que nous avons en plomb l'un des organes qui nous constituent, tels que nos yeux, nos oreilles, nos poumons. Or, c'est également le cas avec les deux hémisphères qui constituent le cortex de notre cerveau. Mais ces deux hémisphères, en quoi sont-ils spécialisés? Attendez, j'y viens. Avec l'hémisphère gauche, nous raisonnons de manière séquentielle, analytique. Il sert surtout au stockage et à l'organisation de nos savoirs. Il coordonne nos fonctions conscientes supérieures, le langage, le calcul, l'analyse, la réflexion et le sentiment du moi. L'hémisphère droit, lui, voit les choses globalement. Il traite l'information dans son ensemble. Il régit tous les apprentissages, toutes les nouveautés. Pour imager, en simplifiant à l'extrême, l'hémisphère droit est davantage porté à la créativité, l'innovation et même à la spiritualité. Il serait celui le plus utilisé par les artistes et les créatifs. Quant au gauche, plus propice à la réflexion et à l'analyse, il est davantage sollicité par les mathématiciens et les savants. Ainsi, de même que nous utilisons une main plus facilement que l'autre, nous servons plus spontanément de l'un ou l'autre de ces hémisphères. Et c'est souvent l'hémisphère gauche, néanmoins, qui fonctionne le plus. Car notre éducation nous oblige à encourager un traitement analytique et logique du savoir, plutôt que de développer notre côté créatif. Les programmes scolaires en donnent une preuve. Malheureusement. Or, c'est principalement de notre éducation que dépend notre préférence cérébrale, notre développement futur et donc notre façon d'appréhender le monde. Et avec des capacités aussi exceptionnelles, l'on devrait pouvoir stocker un océan d'informations pendant notre apprentissage scolaire, non? C'est souvent le cas. Et le plus souvent, nous n'excellons que dans les domaines qui ont retenu notre attention. De plus, notre capacité de concentration n'est pas infinie. En fait, elle est même plutôt limitée. Elle avoisinerait les 90 minutes. Au-delà, le cerveau se fatigue et se disperse. Et sur cette plage de 90 minutes, notre attention est à son maximum après 25 minutes d'une même activité. Puis, il décroît. Ceci devrait évoquer chez vous des souvenirs d'école où l'on vous reprochait d'attendre la lune. Non? Alors,